Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13 heures. Le journal Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, voici le sommaire. Du 15 au 21 septembre prochain, le Mali tient la première édition de la semaine de la réconciliation nationale. C'est autour du thème « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». On en parlera dès le début de cette édition avec M. Sidi Kamara, secrétaire général du ministère en charge de la question. Il est président de la commission d'organisation de cette semaine. Invité de ce 13h dimanche, M. Robert Tabou, il est chargé de projet au Suède. Il nous parlera de Stronger Together ou Plus fort ensemble, cette campagne de communication sur le changement social et comportemental. Eh bien, une campagne qui vise à promouvoir l'éducation des filles et le leadership féminin. À suivre toute l'actualité internationale dans cette édition et puis le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Deux disciplines sont au menu de la page sport, le football et le rugby à 7. En football, nous parlerons de la Coupe ORTM qui est au stade de demi-finale. Le Djouloubassé s'est incliné 2-0 hier en Guinée équatoriale face au Deportivo Mongomo. Et en rugby à 7, l'Afrique du Sud est éliminée du mondial. C'était ce samedi face à l'Irlande. 14-24. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec Famourou Djourté et puis Focus Santé ce dimanche porte sur le glaucome. Ce sera avec Baraki Sawatara en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Le journal. Jeudi prochain débute au Mali la première édition de la semaine de la réconciliation nationale. L'événement vise à renforcer la cohésion sociale et la paix. Il va se tenir autour du thème « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». On en parle avec M. Sidi Kamara, secrétaire général du ministère en charge de la question, président de la commission d'organisation. M. Kamara, bonjour. Bonjour. Alors, que vous inspire le thème retenu pour cette première édition de la semaine de la réconciliation nationale? Merci de nous avoir offert votre plateau pour vous expliquer comment se déroule la semaine nationale de la réconciliation. En fait, le thème « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali » est un thème qui provient du fait que le Mali, tout le monde le sait, est un pays divers. C'est-à-dire multiracial, multiculturel, et de plusieurs religions, et même sur le plan géographique, d'une diversité géographique. Car il n'est pas la même chose que Sikasso, Sikasso n'est pas la même chose que Gao. Donc, au regard de tout ça, nous avons pensé que ce thème permet à tous les Maliens, si il est bien compris, de mettre ensemble toutes les expériences, tous les atouts, tous les projets, toutes les ambitions pour enrichir le Mali. Donc, pour construire la richesse du Mali. Alors, à ce jour, nous n'avons pas voulu que ce soit un facteur de cloisonnement, de division. Très bien. À ce jour, quel est le point des préparatifs de cette semaine? Donc, les préparatifs, nous avons d'abord, pour parler des préparatifs, peut-être que nous voudrions vous dire qu'est-ce que nous projetons. D'accord. Voilà. Donc, en termes de programme, nous avons pensé qu'il y a quand même d'abord des moments de sensibilisation, des actions de sensibilisation pour connaître les conflits au Mali, leurs mécanismes de règlement, que ce soit des mécanismes endogènes, des mécanismes modernes, et puis appeler les uns et les autres à les comprendre et à s'inscrire dans la paix, dans la cohésion sociale. D'accord. Au-delà de ces actions de sensibilisation, bon, ça c'est un peu les aspects conférences pour faire connaître un peu la situation du Mali. Et ce que le gouvernement fait dans tout ça, parce qu'il y aura une mission sur la stratégie nationale de la réconciliation. Et en plus de cela, il y a des gestes de solidarité
activités que nous comptons faire, donc des dons de vivres, des kits de dignité. Et nous comptons aussi s'inscrire un peu dans les activités sportives. D'accord. Donc ces activités sportives, c'est un peu le football. Et les régions, selon les options. Et en plus de cela, il y a quand même, nous avons fait recours à nos autorités religieuses pour des journées de prière. D'accord. Toute autorité religieuse confondue. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup d'activités. Donc, l'état de préparatif, c'est qu'aujourd'hui, nous avons envisagé que cette semaine soit une semaine nationale. C'est-à-dire, c'est toutes les régions du Mali. Et nous avons fait un clin d'œil à la diaspora. Parce que c'est pour dire à tout le monde que, quel que soit là où on est malien. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, on est malien. Donc, c'est un geste de solidarité envers des déplacés internes. D'accord, donc ce sont des gestes humanitaires qui sont prévus, du sport, des conférences, débats, des prières, entre autres. Et quels sont les messages sur lesquels vous allez insister durant cette semaine, Monsieur Camara? Non, les messages sur lesquels nous allons insister. Nous savons que personne n'a intérêt à la guerre, au conflit. Parce que nous savons que la guerre, le conflit, toujours empêche de réaliser, de faire face aux défis de développement. Et je crois qu'il n'y a pas de Malien aujourd'hui qui n'a pas intérêt dans la paix. Parce que la paix permet vraiment de faire face aux défis. Donc ce message, c'est un message de mobilisation, de solidarité au cours de la semaine. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand on a envisagé la semaine nationale de la réconciliation, cette semaine-là n'est pas tombée, n'a pas été organisée ex nihilo. C'est qu'il y a une stratégie nationale de la réconciliation qui a prévu à son article 7 que cette semaine-là. Et il a dit aussi que l'article suivant, que c'est le ministre en charge de la paix et de la réconciliation qui l'organise. Donc, quand cela s'est passé, donc, le ministre a soumis cette question, comment dirais-je là, au gouvernement. Et tout le gouvernement à l'unanimité a manifesté sa solidarité envers, comment dirais-je là, à s'impliquer dans cette semaine. Oui, donc, tout le processus institutionnel est respecté, oui. Jusqu'au niveau de population, que tout le monde participe. Que tout le monde participe aux actions de solidarité telles que le don de sang. Que tout le monde s'implique dans la prière pour le Mali, dans les prêches pour sensibiliser les uns et les autres. Et tout cela, quand j'ai dit que ce n'est pas tombé comme ça, oui. C'est que tout ça découle d'une loi d'entente qui avait prévu la semaine nationale. Bien noté, Monsieur Sidi Camara. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du ministère en charge de la réconciliation nationale et président donc de la commission d'organisation de la semaine de la réconciliation nationale, prévue donc au Mali du 15 au 21 septembre prochain. Je vous remercie, Monsieur Camara. C'est à moi de vous remercier. Stronger Together, ou Plus fort ensemble, nom d'une campagne de communication lancée en début de semaine à Bamako. Elle porte, cette campagne sur le changement social et comportemental. Pendant un an, les acteurs concernés doivent promouvoir l'éducation des filles et le leadership féminin. On en parle plus en détail avec M. Robert Dabou, chargé de projet au Suède. M. Dabou est en direct dans ce studio. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, tout d'abord, un petit mot sur le projet Suède. De quoi s'agit-il très vite? Merci beaucoup de nous associer à votre émission. Et je voudrais dire tout simplement que le Suède, c'est un projet régional qui couvre à ce jour 9 pays, mais bientôt 12 pays, parce qu'il y a d'autres pays qui vont s'ajouter sur la liste, et qui a été lancé en 2015, et avec une phase 2015-2020, et nous sommes à la seconde phase 2021-2024, qui vise à accélérer la transition démographique afin de pouvoir exploiter le potentiel de dividendes démographiques de la jeunesse.
C'est-à-dire, en d'autres termes, tout simplement, comment faire en sorte que notre population ne soit pas une bombe à retardement, mais plutôt qu'elle soit un levier de croissance, de développement pour le pays. Et venons-en donc à l'actualité. Oui. Vous avez lancé cette semaine une campagne de communication sur le changement social et comportemental. Qu'est-ce qui a motivé cette campagne? La campagne a été motivée par l'avènement de la COVID qui est intervenu courant 2020. Et vous savez, le SWED intervient dans 3 composantes. Une première composante qui vise l'autonomisation des filles et des femmes et aussi les questions d'accès aux services de santé, de la reproduction maternelle, néonatale, infantile. Et puis les opportunités économiques pour les filles où les femmes sont installées dans les activités génératives de revenus et dans les métiers porteurs. Et enfin, sur la scolarisation des filles. Et donc, avec la COVID, vous savez, ça a plombé toutes les interventions et les partenaires ne pouvaient pas travailler. Et donc, nous nous sommes dit, est-ce que pouvons-nous rester les bras croisés sans rien faire? Et donc, nous avons imaginé avec l'appui de nos partenaires, notamment la Banque mondiale, le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Organisation ouest africaine, cette campagne, elle est régionale d'abord et ensuite au niveau de chaque pays, on lance la campagne de sorte qu'on puisse communiquer sur une thématique phare au cours d'une année pour fédérer et mutualiser les efforts des différents partenaires autour, en tout cas, des interventions du SWED. Et donc, cette année, le thème, c'est le leadership féminin. Voilà, scolarisation des filles, éducation des filles et leadership féminin, pour faire en sorte qu'on puisse mettre le focus sur le maintien des filles à l'école, même si c'est en temps de Covid, même si c'est en temps de difficultés pour le pays, même si c'est en temps aussi d'insécurité généralisée sur le pays où il y a des écoles qui sont fermées. Nous faisons en sorte que des interventions soient menées pour que les filles puissent avoir accès à l'apprentissage. Mais dans la pratique, comment va se dérouler cette campagne durant 1 an? Durant 1 an, il y a plusieurs activités qui sont prévues. Et vous allez voir que... Entre autres, je vais les citer tout à l'heure. Nous avons un volet campagne qui va se faire à travers les médias, notamment les chaînes de télé, les radios avec lesquelles nous travaillons. Mais aussi, nous allons travailler sur un volet sur les réseaux sociaux, où il y a aussi des messages qui sont diffusés, des petites vidéos ou en tout cas des messages, des spots qui sont diffusés à ce niveau-là. Mais aussi, il y a l'implication, c'est-à-dire la mobilisation sociale qui se fait à travers les caravanes que nous organisons sous le leadership de la Direction nationale de la population et qui traverse un peu un certain nombre de villes pour passer un certain nombre de messages. Et aussi, il est prévu d'autres activités qui impliquent les leaders religieux, telles que les prêches dans les mosquées et même dans les églises, sur les thématiques de la campagne, notamment la scolarisation des filles. On va dire entre autres. Voilà. Mais pourquoi plus fort ensemble? Plus fort ensemble parce qu'on s'est rendu compte que sans le partenariat en situation de crise, on ne peut pas réussir. Et donc, du coup, si on est ensemble et que nous réfléchissons ensemble, nous mutualisons nos efforts ensemble, nous avons plus de chances de pouvoir créer d'impact sur la vie des populations, de sorte que notre objectif final puisse être atteint. Et cela a un coût. Tout cela a un coût. C'est combien? À peu près, pour cette année, la campagne va coûter 200 millions. 200 millions de francs CFA. Un message particulier à lancer avant de vous laisser partir, M. Dabou? Je voudrais tout simplement inviter nos partenaires et vraiment à se donner la main pour passer les messages. Vous savez, avec la situation de la crise sécuritaire dans notre pays... Vous avez 15 secondes. OK. Beaucoup d'écoles sont fermées et beaucoup de filles n'ont pas accès à l'école. Et tout simplement parce que voilà, la situation du pays ne le permet pas. Donc, faisons en sorte qu'on se donne la main pour donner la chance au retour à l'école à ces filles-là. Et c'est le message que je voudrais vraiment laisser. J'invite les leaders religieux à accompagner la démarche, à accompagner cette stratégie de sorte qu'elle puisse vraiment réussir parce que leur implication est extrêmement fondamentale. Monsieur Robert Dabou, je rappelle que vous êtes chargé de programme de projet au SWED. Merci de répondre à nos questions. L'actualité internationale dans quelques instants. Et nous ouvrons ce tour d'horizon de l'actualité internationale par le Tchad où Mohamed Idriss Déby a de nouveau tendu la main à ceux qui boycottent toujours le dialogue national inclusif démarré, rappelez-vous, le 20 août dernier et qui devrait permettre à terme un retour à l'ordre constitutionnel.
On en parle avec vous, Nouhoum Sissoko. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition du Tchad, s'est exprimé hier soir à la télévision nationale. Il a indiqué que les portes restaient ouvertes à tous les partis et organisations qui souhaitent se joindre au forum. Des propos tenus alors que le week-end a été marqué par des heurts entre les militants du parti d'opposition, les transformateurs et la police, à la suite de la convocation vendredi dernier du leader du parti Succès Masra par la justice. Mon rôle à moi, c'est la réussite de ce dialogue. Je ne cesserai jamais de tendre la main à qui que ce soit. Je ne voudrais pas qu'un seul Tchadien soit lésé par ce dialogue, un seul Tchadien. Donc, notre porte est toujours ouverte à tous les partis politiques qui hésitent encore, à tous les politico-militaires non signataires de l'accord des droits. Je leur dis, venez, nous sommes des frères de ce pays, et nous sommes des frères et ce pays nous appartient à nous tous. Et nous avons l'obligation de dialoguer pour trouver ensemble des solutions pour permettre à notre pays de réussir cette transition. Alors, le chef de l'État tchadien a aussi réagi au retrait des églises catholiques et protestantes des assises du dialogue national. En ce qui concerne les religieux, c'est des hommes de Dieu. Nous sommes dans une république laïque. Leur rôle, ce n'est pas de faire de la politique, c'est de nous guider, de nous conseiller. C'est ce qui est en train de se faire est très dangereux. Je voudrais appeler les chefs religieux à leur responsabilité de prêcher la paix, l'unité, plutôt que de prendre parti. Et c'est ce qui a provoqué la guerre civile en 1979. Ibrahima Traoré, le président du parti Les Transformateurs Succès Masra, a fustigé cette réaction contre les religieux qui, selon lui, ont choisi le camp de la justice et de l'égalité. Merci beaucoup, Nouhoum Sissoko, pour toutes ces précisions. En Afrique du Sud, suspendre la médiatrice de la République était inapproprié. C'est la décision d'une cour de justice qui s'oppose à la décision du président Cyril Ramaphosa. Une décision inappropriée, jugée inappropriée, car elle intervenait juste après l'ouverture d'une enquête contre le chef de l'État dans une affaire de possible dissimulation d'argent qui remonte au mois de juin. L'Algérie expulse 800 migrants entrés illégalement dans le pays, dont plusieurs mineurs. Depuis le début de l'année, le pays a refoulé à la frontière plus de 14 000 migrants, s'il vous plaît. Une vague d'expulsion qui serait légale. On en parle avec vous, Bourama Traoré. Bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors, vous suivez ce dossier pour 13h dimanche. C'était un retour à la case départ pour les 800 migrants refoulés en Algérie, n'est-ce pas? Et tout à fait, ils avaient pris le chemin illégal de l'immigration et ils y retournent sur la voie normale. Près de 800 migrants, principalement des Nigériens, illégalement entrés en Algérie, ont donc été refoulés. Ils se trouvent actuellement à Agadez, dans le nord du Niger. Ces migrants sont pris en charge par les services de la Direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant du Niger. Après quelques jours, ils seront redirigés vers leur village d'origine. Selon la coordination régionale de l'organisation alternative Espace Citoyen, les personnes refoulées sont âgées de 4 à 17 ans. Parmi elles, plusieurs mineurs isolés ou séparés de leur famille. À en croire un membre de cette coordination, les enfants dont les parents se trouvent toujours en Algérie seront pris en charge par le service de la protection de l'enfant avant d'être acheminés vers leurs foyers respectifs. Ce type d'expulsion serait irrégulier. Pour l'Organisation des Nations Unies, l'Algérie a déjà renvoyé des dizaines de personnes en situation irrégulière depuis 2014. Des migrants originaires pour la plupart d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. L'organisation humanitaire estime à 2000 le nombre de migrants illégaux refoulés chaque mois vers le Niger. Depuis le début de l'année, les Médecins sans frontières ont dénombré 14 000 migrants reconduits à la frontière qui cherchaient à gagner l'Europe via l'Algérie. Merci beaucoup, Bourama Traoré, pour toutes ces précisions. Le cercueil de la reine Elisabeth II a quitté la résidence royale et doit effectuer un retour solennel mardi à Londres pour ses funérailles le 19 septembre. Le corbillard qui transporte le cercueil de chêne recouvert de l'étendard royal écossais en tête d'une procession de 7 véhicules arrivera par la route à Édimbourg, la capitale écossaise, vers 15h temps universel. Après un voyage de 300 km, une foule nombreuse est attendue sur le parcours du convoi funéraire pour saluer une dernière fois celle qui avait régné 70 ans et 7 mois. Alors le prince Charles est devenu Charles III. Il accède au trône britannique à un âge avancé. Le monarque, essentiellement cantonné
a un rôle de représentation et tenu à la réserve quant aux affaires politiques, va devoir trouver sa place dans l'histoire. Mohamed Sangaré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, expliquez-nous quels sont les défis qui attendent Charles III en Angleterre. Oui, Ibrahim, l'accession au trône du prince Charles survient dans un contexte de crise à la fois politique, économique et même internationale. L'inflation, la démission de Boris Johnson, puis l'élection sans enthousiasme de Liz Truss, les velléités indépendantistes de l'Écosse ou encore les difficultés sur la mise en œuvre du protocole nord-irlandais s'accentuent d'une manière inédite le risque de fracture sociale et territoriale. Le premier défi pour Charles III sera de redorer le blason de la monarchie britannique. Lors de son discours du trône, il a tracé sa vision de la monarchie, annonçant vouloir réduire ses membres actifs, ceux vivant aux frais de la couronne, à seulement quelques personnes. En outre, ces questions financières, il a évoqué de transformer le palais de Balmoral en musée et d'ouvrir plus les portes de Buckingham avec une volonté de moderniser et de démocratiser la monarchie. Charles III sera confronté à un autre obstacle, celui de sa propre impopularité. Si la reine a eu une vie entière pour gagner le respect et l'amour de ses sujets, à 73 ans, le nouveau roi aborde son règne bien moins aimé que sa mère. Selon un sondage réalisé en 2021, à peine plus d'un tiers des sondés estimaient qu'il ferait un bon roi, alors que plus de 70% avaient une opinion favorable de la reine. Fervent défenseur de l'environnement, il s'est exprimé sur le réchauffement climatique, mais aussi sur la politique britannique vis-à-vis de la Chine ou encore les questions migratoires. La question de l'engagement politique du nouveau roi sera un enjeu majeur pour l'avenir de la monarchie, d'autant plus que s'il a pour vocation à être une source d'unité nationale, il prend ses fonctions dans un contexte où son royaume est plus divisé que jamais. Ibrahim. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Mohamed Sangaré. Inondation au Pakistan, le chef de l'ONU dénonce un carnage climatique. Ces inondations ont fait plus de 1000 victimes, s'il vous plaît. N'est-ce pas, Fousseini Tounkara? Un carnage climatique. Effectivement, Ibrahim Traoré, ces mots ont été lâchés par Antonio Guterres le deuxième jour de sa visite au Pakistan, dévasté par des inondations qui ont fait plus précisément 1400 victimes. Ainsi, le Pakistan et d'autres pays en développement payent un prix horrible pour l'intransigeance des grands émetteurs qui constituent à miser sur les énergies fossiles. M. Guterres espère que sa visite encouragera la communauté internationale à soutenir financièrement le pays, qui estime avoir besoin, tenez-vous bien, d'au moins 10 milliards de dollars pour réparer et construire les infrastructures endommagées ou détruites. Une somme impossible à rassembler seule pour le Pakistan à cause de son fort endettement. Il est important de le souligner également, le Pakistan est responsable de moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre pour 3% de la population mondiale. Et il figure en 8e position des pays les plus menacés par les phénomènes météorologiques extrêmes, selon une étude de l'ONG Germanwatch. Cette année, le pays a déjà été confronté à une vague de chaleur qui a parfois dépassé les 50 degrés Celsius, à des feux de forêt ravageurs et à des crues dévastatrices causées par la fonte rapide des glaciers. L'actualité des sports dans quelques instants. Les sports, Famourou Djourté est bien installé. Hein? Très bien, Ibrahim Traoré. On ouvre avec du football. La Coupe ORTM, la Commune 4 est en finale pour la deuxième fois consécutive et son adversaire sera connu cet après-midi. Hein? Oui, ce sera à l'issue de la seconde demi-finale qui mettra aux prises la Commune 6 et Kati à 16h au stade Mamadou Konaté. Une rencontre qui promet beaucoup vu la qualité des deux équipes qui vont se croiser. La Commune 6 est sortie première du groupe B avec 3 victoires en autant de matchs et elle a été finaliste dans cette même compétition l'année dernière. Face à elle se dresse une équipe de Kati qui a tenu en échec d'entre deux jeu le tenant du titre, la Commune 4, et elle a remporté la première édition de la Super Coupe colonel Assimi Koïta. C'était en 2021.
Alors, qui de la commune 6 de Kati rejoindra la commune 4 en finale? La réponse, c'est cet après-midi au stade Mamadou au Konaté. Le tenant du titre, la commune 4, a battu hier la commune 3 par 3-2. Une rencontre à suivre sur nos antennes. Compétition interclub de la CAF. Le Djoliba a été battu 2-0 par Deportivo Mongomo. C'était au compte du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Les Rouges de Bamako ont concédé l'ouverture du score très tôt avant de prendre un second but en deuxième période. 2-0 pour le Deportivo Mongomo avant le match retour ici à Bamako dimanche prochain. Le Djoliba a certes trébuché, mais il n'est pas encore tombé. Il va falloir serrer la ceinture et cravacher dur pour inverser la situation au match retour dans une semaine au stade du 26 mars. Avant la match retour du Djoliba, la Estérale de Bamako joue mardi à Cotonou contre l'AS Douane de Ouagadougou au compte du match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Et la Renaissance sportive Berkane a remporté la Super Coupe CAF. Dans une finale 100% marocaine, la Renaissance a pris le meilleur sur le Wydad Athletic Club pour s'adjuger la Super Coupe CAF. Donné favori dans ce match, le Wydad, gêné par un adversaire très bien organisé, n'a jamais su prendre la mesure du match. Les Rouges et Blancs vont d'ailleurs se faire surprendre dès la 32e minute sur un but de Sharki El Bari. En seconde période, la Renaissance va enfoncer le clou grâce à un deuxième but de El Moudana qui fait le break. Le score ne bougera plus. La Renaissance succède ainsi à Al Ahly d'Égypte et remporte sa première Supercoupe CAF. Un tournoi IFOA. Le Sénégal et la Gambie se disputent le trophée de la zone ouest à ce dimanche. Comme il y a 2 ans à Thiès, le Sénégal et la Gambie se retrouvent ce dimanche 11 septembre en finale du tournoi IFOA A des moins de 20 ans. Les deux nations sont déjà qualifiées à la CAN U20 qui aura lieu l'an prochain en Égypte. L'enjeu donc est de savoir qui sera le roi de la zone. En 2020, c'était les jeunes Scorpions. Ils s'étaient imposés devant le public sénégalais au tir au but à Nouakchott. Ce soir, les Sénégalais, 3 fois vice-champions d'Afrique 2015, 2017 et 2019, ont envie de prendre leur revanche. Rugby à 7, l'Afrique du Sud est éliminée de son mondial. Les Blitzboks ont perdu ce samedi en quart de finale 14-24 face à l'Irlande. En match de classement ce dimanche contre l'Argentine, l'Afrique du Sud a encore connu un revers, cette fois face à l'Argentine. Score final 26-19 pour les Argentins. Merci beaucoup, Famourou Djourté, pour toutes ces informations sportives. À dimanche prochain. Inch'Allah. Santé. Focus Santé porte ce dimanche sur le glaucome, pathologie oculaire qui peut prendre différentes formes. Le glaucome constitue la première cause de cécité chez l'adulte. Le glaucome se manifeste notamment par des maux de tête ou encore baisse de vision ou pupilles dilatées. On en sait plus avec Baraki Sawatara. Le glaucome de Maïmouna Soumbounou a été détecté il y a plus de 30 ans, mais c'est en 1996 qu'elle perdra définitivement la vue. Un jour, j'étais sur la route, on dirait que c'est quelqu'un qui a mis du sable dans mes yeux. Mes larmes ont commencé à couler, mes yeux me grattaient, ça me brûlait. J'ai fait un jour comme ça, le deuxième jour, je suis allée à l'Utah. Il y avait un docteur qui était là-bas, qui s'appelle Dr Ba. C'est lui qui m'a fait les consultations. Il m'a donné les résultats qui c'est le tension. C'est la pathologie la plus fréquente en ophtalmologie. Le glaucome, cette maladie de l'œil toucherait plus de 20 millions de personnes dans le monde selon l'OMS. Ici, au Mali, on compte 5 millions de personnes. Il est le plus souvent causé par une pression trop importante à l'intérieur de l'œil, conduisant à une perte irréversible de la vision. Dr Modibo Sissoko, spécialiste en ophtalmologie au CHU Yota. Il y a différents types de glaucome. Le glaucome peut se voir chez l'enfant, c'est ça qu'on appelle le glaucome congénital. Ça peut se voir également chez l'adulte. Donc très généralement chez l'adulte, c'est le glaucome primitif à angle ouvert. Donc si on prend chez l'adulte, le glaucome primitif à angle ouvert, il y a beaucoup de facteurs. C'est surtout l'hérédité qui joue énormément un rôle crucial dans la survenue du glaucome, raison pour laquelle on dit aux gens de faire un dépistage précoce. Maïmouna Soumbounou, malade de glaucome. J'ai un petit frère qui est là-bas. Et lui, il a même fait le DEF. Il a fait 2 ans à l'ITES. Après 3e année maintenant. Un jour aussi, quand lui aussi, il partait à l'école, il a eu le cas comme mon cas. Mais pour lui, vraiment,
Ça ne va pas du tout. L'âge, la myopie, le diabète, l'hypertension ou des antécédents obstétricaux sont des facteurs de risque du glaucome. Dr Modibo Sissoko, spécialiste en ophtalmologie au CHU Utah. Surtout au cours de l'accouchement. Est-ce que l'enfant a eu une souffrance fœtale? C'est vraiment à fuir. Est-ce que les conditions de l'accouchement sont respectées? Est-ce qu'il y avait des infections nosocomiales? Le glaucome se développe sans douleur. Les symptômes arrivent généralement très tard dans la maladie, ce qui veut dire que lorsque les troubles de vision apparaissent, c'est qu'il est fort probable qu'il soit trop tard, d'où l'intérêt de faire un dépistage précoce. Dr Modibo Sissoko, spécialiste en ophtalmologie au CHU Utah. Si on prend sur l'adulte par exemple, le glaucome, on dit que c'est une atteinte campiométrique, une atteinte du champ visuel. Donc ça entraîne une baisse d'acuité visuelle progressive. Donc cette baisse d'acuité visuelle peut évoluer sur des mois, voire des années. Le signe caractéristique chez l'enfant, c'est surtout les larmoiements. Et vous allez voir que l'enfant a des gros yeux. Donc c'est ça qu'on appelle la biphtalmie. Le signe caractéristique même du glaucome, c'est l'apparition d'une excavation de la tête du nerf optique. Donc qui dit excavation dit une dégradation d'une partie du nerf optique. Tout compte fait, le traitement s'impose. Il repose sur la prise de médicaments, la chirurgie ou sur le traitement au laser. Dr Modibo Sissoko, spécialiste en ophtalmologie au CHU Utah. À un stade très avancé du glaucome, malgré que les patients ne voient pas, on est obligé de traiter. Parce que le glaucome, si on ne traite pas, ça peut entraîner une élévation de la tension oculaire. Qui dit élévation va s'accompagner de douleurs. Donc, raison pour laquelle le traitement s'impose. Maïmouna Soumounou, malade de glaucome. J'ai fait le traitement dans 15 ans. Je prenais un produit, Timoctol 0,50 avec le Diamox. Il y avait un moment où j'ai eu des problèmes, je n'avais pas d'argent pour acheter les produits. Et mes yeux sont captés comme ça. Bien vrai que le glaucome ne fait pas de discrimination, il a tout de même une prédominance sur le sujet noir. Il est 4 à 5 fois plus présent en Afrique qu'à l'Occident. Et cela s'explique par la prédisposition génétique des Noirs qui ont naturellement une tension oculaire un peu plus élevée selon le spécialiste. Focus santé. Et c'est ce qui met fin donc à ce 13h dimanche que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale et à la réalisation Bourama Traoré. La mise en onde est assurée par Absé Traoré. À la mise en ligne, Cheikh Abdul Aziz Koulibaly. Oui, retrouvez ce 13h dimanche sur l'ensemble de nos plateformes digitales dans quelques instants. Et retrouvez Famurou Djourté juste après moi dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Au revoir.